Alors, le titre de mon intervention, c'était, enfin, c'est Les hystériques sont de retour, la rage écoféministe comme nouveau geste spéculatif de la pensée. Alors, je crois que d'abord, ce serait bien de faire un tout petit point sur pourquoi l'écoféminisme, pourquoi l'écoféminisme est particulièrement, à mon avis, adapté et intéressant pour parler des émotions. Je crois que l'écoféminisme, alors je ne vais pas rentrer dans une définition, c'est pas mon but, on va mettre beaucoup plus de 15 minutes et de toute façon, ça va durer plus de 15 minutes que je vais faire, alors il ne vaut mieux pas commencer. Mais en tout cas, l'écoféminisme, c'est une manière de lire, de comprendre, de vivre l'écologie à partir des émotions en soi. Enfin, c'est un des premiers mouvements qui, en fait, assume la place prépondérante des émotions dans, disons, la narration écologique globale. Je ne sais pas trop si ça a du sens, mais en lisant les textes écoféministes, on s'aperçoit très vite qu'en fait, le rôle des émotions est prépondérant et que parce que ces émotions ont été reléguées aux femmes et parce que ces émotions ont été mises en second plan en termes de pertinence écologique, c'est justement d'autant plus un lieu politique à partir duquel penser et à partir duquel écrire et pratiquer la lutte écologique au sens large. Voilà, je veux juste faire ce petit point au début. Donc là, je vais essayer, dans cette présentation, je vais essayer de montrer en quoi l'hystérie peut être un endroit intéressant d'où penser la crise climatique à partir d'une identité genrée. On pourrait mettre plein d'autres catégories sociales, mais là, je vais essayer de parler à partir du genre, en tout cas. Et surtout, en quoi il peut renouveler la position écoféministe actuelle, que je considère parfois trop axée sur l'empathie, le soin et la douceur. Ça fait très écho à ce que Laurette vient de dire par rapport à la communication non verbale, par rapport aux soins, par rapport au travail qui relie, etc. Mais j'ai dit que je ne commençais pas à faire des rebonds sur ce qu'il venait de dire, alors je reviens à mon papier. Donc d'abord, petit rappel historique de l'hystérie, très très rapide. Ça serait sur un papyrus égyptien que seraient évoqués pour la première fois des comportements un peu étranges et qu'on dirait spécifiquement féminins. Mais c'est à partir d'Hippocrate, quelques siècles plus tard, qu'on leur donne que le nom d'hystérie en fait devient populaire. Et parce qu'il en attribue l'origine à l'utérus et qui se dit hystéria en grec, qui signifie la matrice. Voilà, je trouve ça très très intéressant. Déjà en termes étymologiques de voir hystérie, hystéria, l'utérus et la matrice. Ensuite, au Moyen-Âge, les femmes touchées par des crises avec des signes parfois très sexués ont subi de terribles répressions. Et à travers l'histoire, donc l'hystérie se lie donc de plus en plus à la féminité pour en être la névrose la plus visible. Et du coup, entre les sorcières d'hier et les hystériques d'aujourd'hui, finalement, il n'y aurait qu'un pas. Et du coup, même si l'appellation est tombée en désuétude dans le monde médical, on ne détecte plus, on ne diagnostique plus d'hystérie à proprement parler, traiter quelqu'un ou quelqu'une, appeler quelqu'un ou quelqu'une plutôt d'hystérique arrive encore fréquemment aujourd'hui, surtout dans les milieux féministes, et renvoie donc à une façon d'être féministe qui dérangerait, qui prendrait trop de place, et à une surimportance justement de la colère, de la rage, de la haine en tant que féministe, et d'une certaine manière en tant que femme tout court. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être féministe pour être appelée hystérique, même si ça a un rapport. Pourquoi les hystériques sont de retour? En fait, je fais référence à un texte de Céline Krauss dans le livre d'Emily H. Reclaim, recueil de textes écoféministes, je crois qu'il s'appelle, il est sorti en 2016. Enfin, c'est une des principales bibles écoféministes francophones et à l'intérieur duquel on trouve un texte qui s'appelle donc Des bonnes femmes hystériques, mobilisation environnementale populaire féminine. Et en fait, ce texte s'intéresse à la place des femmes issues de la classe ouvrière dans les mobilisations contre les déchets toxiques aux États-Unis. Et Céline Krauss, dans cet article, explique l'engagement particulier des Africaines-Américaines et des Amérindiennes et l'exclusion dont elles sont victimes parfois dans les associations et les mouvements écologiques. Pourquoi elles sont victimes d'exclusion et au-delà des problématiques de race à l'intérieur de l'écoféminisme dont elle parle assez brillamment, mais qui ne va pas être mon propos aujourd'hui, mais qui a quand même un rapport. Elles sont victimes d'exclusion parce que dans ces mouvements populaires, le langage de la protestation, c'est un langage qu'on dirait de la féminité ordinaire. La grossesse, les enfants, la famille, le logement. Et Catherine Larère dira, Catherine Larère, qui est une philosophe de l'environnement, qui a un peu écrit sur l'écoféminisme, elle dira donc, lorsque les militantes anti-pollution se font traiter de femmes au foyer hystériques, elles ne rejettent pas l'accusation, elles l'assument. Elles sont des femmes au foyer et il y a de quoi être hystérique quand la vie de votre famille est en danger. Il y a de quoi faire de la vie privée, quotidienne, ordinaire, une affaire publique. Les hystériques débordent d'elles-mêmes. Ça, c'est moi. Enfin, la citation, là, c'est moi. Et je dirais en fait que les hystériques débordent d'elles-mêmes. En fait, ce sont celles qui ne savent pas se tenir, celles qui ne savent pas garder leurs émotions,
celles qui se font dépasser par leur propre tempérament ingérable. Je crois qu'il y a vraiment cette notion-là de débordement et d'excès dans l'hystérie, et qui est très liée à la conception misogyne du corps féminin, des émotions féminines, et des émotions de fait, hein, enfin des émotions toutes seules. Je ne sais pas comment dire ça différemment. L'émotionnel et tout le registre de l'émotionnel est de toute façon, dans notre histoire patriarcale, relié à l'histoire de la féminité ou à la construction de la féminité, de fait. Donc ce sont celles qui ne savent pas se tenir, qui ne savent pas garder leurs émotions, qui se font dépasser par leur propre tempérament ingérable. Les hystériques sont donc à l'opposé du rationnel, du froid, du distant. Et finalement, elles sont un peu la femme vulgaire, la bonne femme. Et j'aime bien cette expression de bonne femme hystérique. Donc pourquoi cette histoire d'hystérie est intéressante dans le contexte écologique actuel ? Je crois que c'est parce qu'elle touche aux émotions, donc à la névrose, à la psychologie. Et comme cette intervention-là, à laquelle on participe tous, parle des émotions dans un contexte socio-environnemental, parler d'hystérie, parler de folie, parler de rage, dans un monde lui-même en décomposition et en recomposition, en flux tendu perpétuel, à l'intérieur d'une ère qui s'annonce sous le signe de la pandémie, de la destruction, du règne croissant de la technologie, me paraît juste approprié. Pour le dire autrement, je crois qu'elle a raison, Catherine Larère, et je crois que les Afro-Américaines et les Amérindiennes, quand elles disent « oui, on est des bonnes femmes hystériques et on l'assume », c'est tout à fait approprié face à la situation en fait, écologique qu'on est en train de vivre. Mais le deuxième niveau de lecture, qui est un peu plus subtil peut-être, pour des personnes en tout cas qui connaissent pas, qui ne sont pas très familières du mouvement écoféministe, le deuxième niveau de lecture se situe à l'intérieur même du mouvement écoféministe. Comment dire, de mon point de vue, et souvent, de plus en plus, lorsqu'on parle d'émotion dans l'écoféminisme, en France, aujourd'hui, actuellement, dans le discours écoféministe, disons, qui prédomine un peu la scène en ce moment, quand on parle d'émotion, on a directement tendance à considérer le care, l'empathie, l'amour, la compassion comme primordial. En fait, les émotions renverraient directement à un registre assez doux, je dirais, ou relationnel, non, mais de soin, voilà, quelque chose de l'ordre du soin, systématiquement. Donc, une des affirmations écoféministes est de revaloriser ces émotions. Donc, ça a toujours été le cas. Dans l'histoire écoféministe, l'idée, ça a été de dire, en fait, vous nous avez forcé, des émotions ont été placées comme étant des émotions beaucoup plus évidentes et beaucoup plus hégémoniques que d'autres dans les narrations, dans les trames globales, comme la haine, la destruction, la jalousie, tu disais tout à l'heure, l'homme est un loup pour l'homme. Enfin, voilà, ça, c'est quand même des choses qui sont assez récurrentes dans le récit du progrès, dans le récit de l'histoire en fait, qu'on a en général. Et une des affirmations écoféministes, c'était de dire on peut penser à partir d'ailleurs, on peut penser à partir d'autres émotions qui sont justement de l'ordre du soin, de l'amour, de la tendresse, de la compassion, etc. Et pourquoi on veut penser à partir d'ailleurs et pourquoi ces émotions ont été dévaluées? C'est parce qu'elles ont historiquement été reléguées aux femmes et aux personnes sexisées. Mais mon propos ici, c'est plutôt de partir de l'hystérie, donc pour comprendre en fait que la haine, la rage et plutôt même le débordement et l'excès sont des émotions tout aussi valides et tout aussi légitimes face et à l'intérieur du système hétérosexiste blanc, colonial, écocidaire auquel on a affaire aujourd'hui. Donc quand je dis les hystériques sont de retour, je fais référence à plusieurs épisodes de dissimulation puis de réapparition de l'hystérie. Donc d'abord sa popularisation au Moyen-Âge et son lien évident aux sorcières. Donc les sorcières étaient brûlées parce qu'elles étaient hystériques aussi. Enfin, il y a un lien. Sa disparition à partir du XVIe siècle, je dirais. Enfin, disparition. C'est devenu moins présent, disons. Et ensuite, sa réapparition à l'ère de la psychanalyse. Puis, après un discrédit scientifique, donc Charcot disait déjà que l'hystérie n'était pas particulièrement liée à la nature genrée d'une personne. Et aujourd'hui, à sa réapparition plus métaphorique, plus politique, pour désigner les féministes qui décidément ne savent pas se tenir. Donc voilà, il y a toute une succession en fait, de disparition et réapparition de l'hystérie, comme si en fait, ça venait quand même scander un récit, je sais pas, une évolution qui est de l'ordre justement en fait des émotions et du socio-environnemental. Enfin, pour moi, l'hystérie, elle vient vraiment revenir à chaque fois de manière assez récurrente à l'intérieur de ce récit. Mon propos ici, ça serait de préconiser, entre gros guillemets, je préconise rien à personne, mais je trouve je me joli, alors voilà, je préconise. Je préconise donc un retour à une forme de colère, d'assertivité, à une force, à une rage, car la vulnérabilité n'est pas forcément douce, n'est pas forcément que de la douceur. Et si les émotions sont donc un lieu de résistance, comme on a essayé de le dire et comme les trois dernières interventions, à mon avis, l'ont bien montré,
Si les émotions sont un lieu de résistance, alors on ne peut pas choisir uniquement celles qui nous arrangent ou celles qui nous plaisent. Et quand je dis les hystériques sont de retour, c'est pour signifier que la rage écoféministe, face à un monde qui est marqué par l'ultraviolence, par la haine de tout ce qui vit, par la dégradation progressive des conditions de vie des populations les plus précaires, est peut-être une bonne attitude politique. En d'autres mots, nous avons de très bonnes raisons d'être hystériques et pour investir ce terrain en féministe. Si ça veut dire devenir folle, hurler, descendre du mental dans nos corps pour vivre à partir d'eux. Et donc, ça voudrait dire respirer, manger, manifester, communiquer, faire de l'art, faire l'amour en hystérique et en féministe. Et je crois que la force qui est liée à l'hystérie, c'est vraiment le lâcher-prise qu'il requiert. Le fait d'abandonner presque son corps pour être immergé dans un tout beaucoup plus large. Et peut-être que c'est une bonne porte d'entrée sur le monde qui nous donnerait un regard critique sur les systèmes de domination. Et pourquoi, justement, l'hystérie serait, comme je dis dans mon titre, un geste spéculatif de la pensée. Ça, c'est une formule un peu alambiquée pour dire pas grand-chose de compliqué en plus. Le geste spéculatif, c'est parce que, en fait, ça opère un décalage. C'est-à-dire de penser à partir de l'hystérie la situation écologique actuelle et de se dire, en fait, on a de bonnes raisons d'être hystérique et on est hystérique parce que le monde nous rend hystérique et en fait, on peut penser à partir de ça et ça n'est pas forcément quelque chose de douteux ou quelque chose à évacuer. C'est un geste spéculatif parce que ça décale la narration. Le concept de narration spéculative, il a été notamment développé par des personnes que vous devez connaître d'ailleurs, Isabelle Stengers, Bénédicte Zitouni, Fabrizio Terranova. Et il résonne particulièrement avec les temps qu'on vit. Le fait de décaler le récit ne veut pas dire fuir le système hétérosexiste, colonial, etc. Ça veut plutôt dire qu'on vient combler un manque, qu'on vient nourrir un imaginaire, qu'on vient créer une mémoire, qu'on vient inventer des histoires. Et moi, j'ai bien envie de savoir c'est quoi les histoires et c'est quoi les mémoires d'hystériques, en fait. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Comment elles ont pensé, comment elles pensent, en fait, encore aujourd'hui, cette crise écologique. Donc, ça veut dire qu'on va parler d'écologie, on va parler de nos corps, on va parler de domination, à partir d'autre chose que des chiffres et de la soi-disant objectivité. On décale la narrative. Et c'est ça, en fait, quand je dis geste spéculatif, c'est ça que ça veut dire. C'est que ça spécule, en fait. Ça pose une alternative qui pourrait, qui potentiellement existe, mais qui n'est pas tellement ancrée mais qui n'est pas si réelle que ça. C'est compliqué à expliquer. Mais bref, je préfère sauter parce que sinon, ça va mettre trop de temps là-dessus. Mais on pourra en reparler peut-être après. Donc, on tisse à partir de ce qui est par bribes, par éclat, plutôt que sur la trame linéaire du sempiternel progrès. Et ça, c'est un geste résolument radical. Et du coup, qu'est-ce que l'hystérie aurait à dire sur la situation écologique actuelle? Je crois qu'en fait, ça crée de l'alternative face au système rationaliste global. Parce qu'on est quand même dans une période, dans une société, et même au sein même de l'écologie, où pour parler d'écologie, il faut quand même s'appuyer sur des choses qui sont rationnelles, qui sont de l'ordre des chiffres, qui sont de l'ordre de la science. On parle beaucoup de la scientificité d'un article, d'une thèse, etc. Et en fait, quand on parle en hystérique, on est complètement dans un autre registre. Et du coup, on irait dans une écologie, quelque chose comme une écologie d'hystérique, en fait. Et à quoi ça ressemblerait? Par conséquent, l'hystérie participe et construit une nouvelle narration, c'est-à-dire une nouvelle manière de lire, de dire l'écologie, non seulement à partir des émotions. Donc, c'est ça, en fait, que ça... Pour moi, l'hystérie, elle emprunte à l'écoféminisme parce qu'elle parle à partir des émotions, mais elle va un peu à rebours de l'écoféminisme parce qu'elle parle à partir des émotions qui sont non admises, non légitimes, honteuses, sales, et qui ne sont même pas de l'ordre du soin ou de l'amour ou de l'écoute, etc. L'hystérie, c'est vraiment le débordement absolu, quoi. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une tension entre l'émotion, qui serait a priori individuelle, et l'action qui devrait ou pourrait être collective. Et ma question, du coup, c'est comment l'hystérie peut nous permettre d'enclencher une action écoféministe, une action collective, sans qu'elle s'autodétruise par sa force même. Parce qu'à l'intérieur de l'hystérie, il y a quand même quelque chose comme une tension et un excès, en fait, qui fait que le sujet hystérique est lui-même en danger, en fait. Du coup, comment garder la force de l'hystérie tout en ne se détruisant pas? Donc d'abord, je pense qu'il faudrait peut-être prendre acte de cette colère, acte de cette rage. Et tout à l'heure, Laurette, tu disais que toi, ton émotion principale en lisant l'effondrement, enfin tous ces récits d'effondrement, etc., c'était la sidération. Et ben moi, je crois, et même jusqu'à maintenant, que c'était plutôt de la rage, en fait, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Et dans les milieux féministes et dans les milieux écoféministes, on m'a un peu dit que voilà, cette colère, elle devait, entre guillemets, se canaliser, se transformer en autre chose et qu'il fallait la sublimer, quoi. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même parler à partir de cette colère brute, de cette rage face à ce qui nous arrive. Que c'est quand même possible et que ça a quand même une pertinence.
et que ça peut même être une affirmation de la vie, et que du coup, la colère n'est pas forcément négative, que la rage non plus. Et que même ça peut ne pas forcément être une façon de perpétuer la violence et la domination. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, si vous réagissez avec de la colère, c'est que vous réagissez comme les dominants et qu'en fait, vous êtes dans le même registre. Mais je ne crois pas ça, en fait. Je pense que, justement, être hystérique peut être une manière saine de survivre pour certaines d'entre nous. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait penser à partir de cet endroit. Mais en tout cas, ne pas en avoir honte, ne pas forcément se laisser gagner par une bienveillance et une douceur à l'extrême au point d'éteindre notre vitalité, ça pourrait être une position féministe acceptable, je pense. Donc ma critique aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de l'écoféminisme, nous sommes peut-être beaucoup trop tributaires de cette bienveillance qui peut parfois être superficielle. En gros, je veux dire qu'on est beaucoup trop gentil, quoi. Et peut-être de valoriser la douceur, la gentillesse, l'écoute, le retrait, finalement, on nous fait arriver un sacrifice et un oubli de soi. Et tout ça ne laisse pas place à certaines émotions qui font peur et qui détruisent tout en fait sur leur chemin, mais qui nous constituent aussi en tant qu'humaines, encore plus quand nos histoires ont été marquées par tant de violence. Du coup, quel type d'émotion peut nous remettre dans justement ce registre de la rage sans reproduire le pouvoir sûr de la domination? Est-ce que critiquer de front la place démesurée des émotions liées à la guerre, liées au combat, parce qu'elles s'inscrivent dans un schéma viriliste et patriarcal, doit nous empêcher nous-mêmes d'être des guerrières, de parler fort, de ne pas s'excuser, de prendre de la place? Je vais le dire autrement, c'est qu'en fait, à force de critiquer de front toutes les émotions qui nous gouvernent, en fait, et les émotions pour moi qui nous gouvernent, c'est celle de la mise à distance, celle de la haine, celle de la force, celle de la destruction. Ça, c'est en tout cas, c'est ce qui m'entoure au quotidien dans ma vie. Si, en fait, à force de condamner ces émotions, on nous empêchait nous-mêmes, en fait, d'être un peu des guerrières et des guerriers d'une certaine manière, mais est-ce que ça nous empêcherait en fait d'être d'une certaine manière et justement de nous empêcher comme je disais, de parler fort, de ne pas s'excuser, de ne pas prendre de la place. Et c'est une vraie question en fait, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment possible de voir le monde de façon complètement hystérique, de façon compulsive, en plaçant le corps, en plaçant la sexualité, en plaçant la vie au centre, sans reproduire la domination que l'on condamne en fait chez les dominants et sans écraser les autres. Donc, comme je disais, la première étape, c'est d'accepter pour moi cette rage, en prendre acte, la laisser s'échapper, avoir le droit à l'existence, parce qu'elle compose notre réalité. Et elle est une fenêtre sur le monde que nous vivons. Et le but de cette introduction, je dirais, à la question, enfin, pour moi, ce n'était pas tellement une introduction, mais une espèce de raisonnement, de processus, voilà, c'est encore à l'œuvre, hein, enfin, c'est encore en cheminement, toutes ces questions. Donc, le but de tout ça, c'était de montrer qu'on peut parler d'écoféminisme à partir d'autres voies que celles de la douceur, du care, du soin, entendu comme un retrait de soin. Qu'en fait, on peut assumer une position hystérique au sens féministe, au sens politique du terme, au sens d'un corps survolté, électrique, en tension avec le vivant dont il fait partie, et que ça peut être une manière d'opérer un geste spéculatif, c'est-à-dire une narration alternative, une façon de lire les choses autrement. L'hystérie a été et est toujours une insulte, et j'ai envie de dire, devenons collectivement hystériques pour se connecter à la vitalité du monde, à cet excès que nous sentons, non pas avec les utérus, parce que hystérique et utérus, mais plutôt avec les émotions, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. J'ai une question de clarification, je crois, et puis plusieurs questions pour le débat. Donc, oui, Alexandre demande, l'hystérie serait-elle exclusivement réservée aux femmes pour de mauvaises raisons? Enfin, oui, complètement. Oui, en fait, comment dire ça pour de mauvaises raisons, oui, parce qu'en fait, on cherche dans le système, la pensée médicale antique, médiévale, etc., tout ce qui était de l'ordre justement de l'émotion, du débordement et de l'irrationalité était lié aux femmes. Donc en fait, l'hystérie, donc, qui était l'émotion la plus... Enfin, c'était même pas une émotion, en fait, c'était vraiment une maladie, quoi. L'hystérie qui était le symptôme le plus dérangeant et le plus sexuel aussi. Il y avait un énorme rapport avec une présence prépondérante de la sexualité. Ça a été lié aux femmes parce qu'on vivait et on vit toujours sous un régime patriarcal et qui est extrêmement misogyne vis-à-vis du corps des femmes, en fait. Du coup, tout ce qui pouvait ramener à cette notion d'irrégularité,
d'intempérance, d'ingérence, de débordement, etc., ça a été lié aux femmes, pas du tout de manière hasardeuse, en fait. C'est bien parce qu'il fallait condamner les femmes pour leur nature, justement, beaucoup trop sexuelle, beaucoup trop présente, beaucoup trop indomptable, en fait, on dirait. C'est ça, en fait, que l'hystérie veut dire, au fond. C'est qu'il y a quelque chose d'indomptable, en fait, qu'il faut absolument dompter, qu'il faut absolument coloniser, qu'il faut absolument éteindre. Et c'est presque un des piliers, en fait, de ce qui a donné lieu à la chasse aux sorcières.